surtout Françoise qui va parler. Pourquoi? C'est Voilà. elle qui cuisine. C'est elle qui cuisine. Ah, c'est toi qui manges. Bah oui, moi, je mange. Je fais le critique culinaire. Moi. Tu critiques pas beaucoup, je trouve. Ah bah parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Nous, on faisait beaucoup la cuisine chez ma mère, enfin dans ma famille. J'aime bien faire la cuisine et ça fait partie de faire plaisir aux autres, je pense. C'est le côté, c'est donné. Et j'ai beaucoup de mal à faire la cuisine pour moi toute seule en fait, parce que c'est pas très intéressant. Oui, je suis assez, comme il dit, à la louche, ça veut dire. Moi, je cuisine assez, ouais, au feeling. Et des fois, quand c'est pas terrible, c'est parce que j'avais pas vraiment envie de cuisiner. C'est quand même très lié. Je note. Ah, tu notes? Je note ce truc. C'est génial. Enfin, dans ma famille, on faisait beaucoup de cuisine. Moi, je faisais pas la cuisine, mais je pense que ça développe le goût quand même. C'est tout bête, hein, mais de mettre de l'estragon quand tu fais cuire une escalope. Et c'est tout bête, hein, une escalope de veau, et tu mets de l'estragon et de la crème, une fois que c'est cuit, et c'est super bon, le goût de l'estragon. Mais c'est des petits trucs comme ça. Mais j'en ai mis dans la jardinière aujourd'hui. Oui, mais toi, tu crème, tu l'entends bien. Oui, je mets partout. beaucoup de crème. Ah, oui, je cuisine beaucoup de crème. Je suis comme les petits, moi. Oui. Dessert. Bon, d'accord, c'est bien le truc là, mais qu'est-ce qu'il y a au dessert? Tu manges bien tes légumes quand même. Bah oui. Oui, il y a une époque, il y avait quelqu'un qui cuisinait pour moi, quoi. Et aujourd'hui aussi, tu vois. Intéressant ça. Non, moi je suis resté des années, j'avais même pas un frigo, j'avais rien, quoi. C'était de quoi me faire le petit déjeuner le matin, et puis c'était fini, quoi. Le reste. Puis j'allais pas mal faire ce que d'autres font très bien. Et puis... Ah oui, moi je me posais la question que quand j'avais les mômes pour les vacances ou des trucs comme ça, quoi. Pizza, pâtes. Ils étaient contents en vacances, je sais pas. Là, les pâtes, elles ont été faites à toutes les sauces et tout. Hein. J'étais toujours en quête d'une nouvelle sauce, tu vois. Quand il y a une dizaine d'années, il y a eu les sauces Sacla qui sont arrivées et tout. Je fais le rush sur les Sacla, tu vois. Ça a changé des buitoni, des sauces buitoni, des sauces, tout ça et tout. Ça, je pense que c'est en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure. À partir du moment où dans la famille, il n'y a pas eu pas ce culte de la bonne nourriture, mais enfin, c'est cet entrain qui fait qu'à un moment tu participes à faire la cuisine, t'aimes manger, tout ça et tout. Moi, j'ai pas eu ça dans ma famille. Oui, moi, c'est ça. Ouais. Pour nous, l'éducation du goût, ça faisait partie de l'éducation. Même les barbecues à la maison, je m'en suis jamais occupé. Barbecue, je disais, ok, vous venez à la maison, on fait un barbecue, mais attention, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, mais il y avait toujours un volontaire. Ah, je m'occupe du barbecue. Ok, moi j'ouvre le vin. Ça va, il fait la vaisselle. Et je fais la vaisselle aussi. Parce qu'à un moment, il fallait quand même qu'il y ait un petit peu un partage des tâches quand même. Parce que c'était pas possible. Moi, la cuisine, j'y touchais pas. Donc à un moment, j'ai dit, ok, moi, la vaisselle, je m'occupe de tout ce qui est vaisselle, tout ça et tout. J'aime bien cuisiner. Par contre, notre mère ne nous a jamais appris. Parce qu'il ne fallait pas gâcher. Mais avec des livres, on se débrouille. Et puis les conseils de l'un, les conseils de l'autre, on arrive à mélanger et puis à faire quelque chose de bien. Mais j'ai des gros livres parce que quand on était charcutier, j'avais acheté des gros livres de Yves Turiès. Le 14 septembre 1968, et j'ai commencé à acheter le livre Cuisine A à Z, numéro 1 jusqu'au numéro 100. Et toutes les recettes dessus, impeccables. Tu peux te fier, et même qu'il y ait marmiton, hein, on retourne chercher là-dedans. Hein, mais bon, c'est des recettes d'avant. Parce que maintenant, on n'emploie plus les mêmes ingrédients, on emploie les trucs modernes. Bien sûr, ça a évolué. Ça a évolué. Voilà, mon premier livre de cuisine que j'ai eu à mon certificat d'études. Et puis alors celui-là, c'est les terrines de pâté.
Et c'est pareil, ils emploient des trucs que nous, on n'employait pas en fabrication. Alors, Robert, il est malade quand il voit sur des recettes cuisson 1h30 au four. Alors lui qui les fait cuire pendant 3 heures, il faut que ça clope, comme il dit. Parce que si ça cuit trop vite, mais non, ça va pas comme il dit, il faut que ça cloque. Vous êtes convaincu? Il faut que ça cloque, sinon ça cuit trop vite. Ah oui, sur les livres, ils disent à 150. À 150, Au début, la première quart d'heure, il faut que ça dore dessus. Et une fois que c'est doré, il faut le mettre à 90. Ça, Et ça y fait, hein. Parce que j'ai fait du chevreuil et j'avais des petites terrines, des petites verrines, et je les ai pas laissées 3 heures. Et ben, c'était pas les bouts de chevreuil que j'avais mis n'étaient pas cuits. Voilà, Jacqueline. Avec ses bouquins. je suis la vedette. Et encore, je m'arrête, hein, parce que sinon... Oh, ça arrête, c'est pas vrai. Tous les mois, il y a un... Non, ça fait 2 mois que j'en ai pas, plus de 2 mois que j'en ai pas acheté. Hein. Non, mais c'est utile un livre parce que, vous voyez, comme là, la marchande de volaille a cherché pour faire les rillettes. Moi, c'était pas mon job, les rillettes. Eh bien, nous, on avait pris l'habitude de prendre des rillettes, mais les émietter. Eh bien non, il ne faut pas y toucher. Il faut les faire cuire et les mélanger avec la spatule en bois. Et elles se détachent toutes seules. Ça change complètement le... Car vous allez en manger, vous allez voir. Il y a toujours dans les livres, le très bon, c'est celui-là. Celui-là, c'était le premier mois de notre mariage. Il y en a eu 100, hein, toutes les semaines. Là, il n'y a pas à revenir dessus. Vous faites comme c'est dit, et là, vous réussissez tout. Alors ça, mais ça c'est le cochon, la fête du cochon. Ça, donc je vais vous passer ça, vous allez voir. C'est la préparation, ça. Tous les gens qui viennent. Et ça, la première fête du cochon, on a dû la faire en 2010. On voulait le faire et le maire à l'époque nous a dit non, on ne le fera pas. Il dit comment on va faire? Et il y a un habitant d'ici qui est venu me dire il n'y a pas de problème, vous venez dans ma grange. Et il est venu, il a enlevé tout ce qu'il y avait dans sa grange. On avait fini, il dit maintenant tout le monde reste là et on mange tous ensemble. Les gens qui passaient, parce qu'on avait dit vous pouvez venir voir les gens qui passaient, rester et manger. Ça, c'était le point de départ de la fête du cochon. Ça, c'est vraiment été le point de départ. La première fête du pain, c'était pareil. On ne savait pas où faire la fête du pain. On n'avait pas le four qui était indépendant. Et c'était un habitant d'Onlay, qui était l'ancien directeur des terrines du Morvan. J'ai dit, ça serait bien de faire quand même le pain, parce que à 20% ils en faisaient. Il m'a dit, si tu veux, je crois que dans le fond, ma grange, il y a un four à pain. Il m'a dit, attends, on le remet en état. Et là, à cette époque-là, on a appelé tous les gens, on leur dit, si vous avez quelque chose à faire cuire, comme ça se faisait dans le midi, bah vous venez, les gens venaient avec leur rôti, leur tarte, tout ça. Et tout le monde a partagé. Ils venaient, mais il y en avait des choses qui avaient des trucs particuliers, des civets, des choses comme ça. Et à la fin, tout le monde a ouvert et tout le monde mangeait. Ça, c'est vraiment le grand partage. Le coq au vin, c'était pareil, on faisait toujours la même chose, toujours la potée. Il y en a qui ont dit la potée, il y en aura le bol. Hein. Et puis je me suis rappelé que je faisais le coq au vin avec ma mère. J'ai dit pourquoi pas faire un coq au vin. En fin de compte, j'ai refait exactement. J'ai pas pris de recette, hein. J'ai pris ce que faisait avec ma mère. Et puis, on a continué jusqu'au bout. Et il y a des gens, instinctivement, qui sont venus, des dames assez âgées, qui sont venues, allez, on vient t'aider. Et elles viennent toujours m'aider pour faire le coq au vin. Mais il y a vraiment une grosse participation des gens du village. Hein. Ça, alors là, tout le temps. C'est collégial. C'est vraiment collégial. Alors, cette cuisine fait partie de la cuisine de reconstruction de la maison. Hein.
Et dans cette cuisine, en fait, c'était le lieu de vie. Et on était tout le temps 6 personnes. Mon arrière-grand-mère, qui avait été nourrice à Paris, faisait la cuisine jusqu'à 90 ans. Et la grand-mère Charlotte était d'une autorité sans nom, hein, et c'est elle qui faisait la cuisine. Alors, on cuisinait essentiellement du porc et des volailles, quoi. Tous les soirs, on mangeait de la soupe, sauf l'été, où on buvait le lait des vaches qui était resté à la cave toute la journée. J'avais trempé mon doigt dans la crème 10 fois en descendant à la cave. Il y avait un porc qui était tué, le cochon était tué une fois par an, mis dans les saloirs, mis en pâté un peu, en jambon, et on mangeait du porc et des volailles. Eh bien, on vivait en autarcie, hein. Bon, après, il y avait le jardin. Donc, après le porc, il y avait le jardin. Et il faisait tous les légumes. Mon grand-père était beaucoup dans le jardin. On mangeait comme ça ce qu'on produisait. Et, enfin, d'ailleurs, il n'y avait pas des maraîchers à tous les coins de rue comme maintenant. Tout le monde faisait ses légumes. Après, il y a Michel qui a un super jardin à 101 poils d'herbe. Je suis très jalouse parce que Michel, il a un jardin, il fait chaud et humide. Et ça pousse vachement bien, quoi. Bah, c'est vrai que le climat est plus protégé chez moi. Bon, on est un peu en altitude, hein, quand même ici. Donc, et je suis sur le versant sud de la colline, donc il fait un peu plus chaud qu'ici. Et puis peut-être que j'y passe un peu plus de temps aussi dedans. Non, mais voilà, c'est l'envie. J'ai pêché le terrain à la main, et puis j'ai commencé à planter des patates, des haricots, des machins, voilà. Et puis ça poussait, ça. Ouais. Je fais attention, je mets pas de produits mauvais. Hein, je gratte bien la terre pour enlever les mauvaises herbes, je mets pas de désherbant. J'alimente un petit peu la terre, soit avec du fumier, soit avec du compost, du terreau, des trucs comme ça. Voilà. J'aime bien, surtout l'été, me lever, je sais pas, vers 5h30, 6h, aller dans le jardin, puis gratouiller un peu, d'enlever un peu de mauvaises herbes, de biner, etc. Mais Michel, ce jardin, c'est un petit bijou. Tout est aligné. Ça pousse bleu. Oui, ça pousse pas mal. Ouais, mais c'est parce que je suis plus doué que toi, c'est pour ça. Oui, personne n'en doute. Et en fait, nous sommes devenus autosuffisants déjà l'année dernière, comme cette année. Oui. Donc Matthijs aime bien de cultiver la terre pour prendre en culture. Et moi, je suis plus pour l'entretien. Je suis scientifique, donc j'ai l'habitude de bien documenter qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai un document où j'ai écrit tous les jours qu'est-ce que j'ai fait. Et souvent je commence aussi la journée par lire qu'est-ce que j'ai fait les années avant. J'ai des listes avec quels légumes à semer, à quel temps. Et, j'adore cultiver des plantes, c'est vraiment très intéressant. J'aime aussi beaucoup, il y a beaucoup à apprendre. Oui, j'apprends les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Avant, j'ai toujours eu des livres avec des recettes et je suis allée acheter des ingrédients et faire des recettes. Et maintenant, je vais au jardin et je regarde qu'est-ce qu'il y a. Et donc il faut que je fais des repas
beaucoup plus à l'instant. Il faut penser à qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc c'est beaucoup plus créatif en fait, je trouve. Et en fait, j'ai des choses toujours en train de fermenter. C'est juste arrêter à faire des bruits parce que les jours précédents, donc maintenant j'ai les derniers céleri raves qui sont en train de fermenter. Et ça s'appelle une racine d'avoine qu'on mange. Donc c'est qu'avec du sel, c'est le lactofermentation. Et ça se conserve très longtemps après. Super. Et oui, il y a toujours des choses qui sont en train de fermenter. Donc en été, les journées sont longues, en travail aussi, et c'est vraiment en hiver, on se repose beaucoup plus. Vers fin septembre, c'est vraiment... j'ai fait des sauces tomates, beaucoup. Donc la cuisine en août et septembre, c'est toujours plein de légumes partout. Oui, c'est partout, il y a des choses qui sont en train de bouillir. Donc c'est souvent en août, quand il fait très chaud, je suis toute la journée dans la cuisine avec du gaz ou parfois la cuisinière. Je me disais parfois, je suis fou de passer l'été en intérieur, mais bon, c'est un peu... et c'est pas... Donc quand même, je suis dehors pour ramasser des choses et on mange dehors. En fait, je cuisine plus en hiver. Je fais des plats plus compliqués parce qu'en été, on mange souvent que des légumes crus, comme ça, avec peut-être une petite sauce ou quelque chose comme ça. Donc, les légumes sont si bons, ils n'ont pas besoin beaucoup plus, et j'ai pas beaucoup de temps. Merci. Voilà. À partir de... J'ai toujours en train d'imaginer une recette, voilà. Donc voilà, moi c'est toujours comme ça. J'ai des recettes et je me dis, c'est pas possible, il faut que je vais faire autrement. Je fais mon laboratoire. Après, comme ma mère, elle faisait était commerçante, elle faisait les marchés. Donc elle devait travailler le dimanche, donc elle rentrait tard. C'est moi qui préparais le repas. Tous les ans, je faisais ça, je m'occupais de mon petit frère. On avait 5 ans de différence, donc pendant que ma mère travaillait, je préparais le repas. Alors là, c'était pas difficile. C'était des boulettes de viande et purée. Ouais, ça marche bien, c'est bien. Voilà, les boulettes de viande. Alors ça, c'est pareil. Hein. J'avais de la viande de bœuf, viande de porc que je mélangeais. Je mettais du persil, de l'ail. Je les maçonnais. Enfin, je faisais des boules que je faisais revenir... dans de l'huile, un peu d'huile, et puis j'ai rajouté de la sauce tomate. Ouais, j'aime bien cuisiner, oui, parce que en fin de compte, ça me permet de ne pas faire ce qui est écrit. Je fais jamais ce qui est écrit sur les livres, jamais sur les recettes. Tiens, j'ai une recette, ah bah tiens, elle est pas mal celle-là, bah, je vais commencer comme ça, puis après j'invente. On découvre, et c'est ça qui est intéressant. Quand on fait la cuisine, tu dis, bon, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Et puis après, tu es surpris, tu dis oui, c'est pas mauvais. Ouais, parce que j'étais chimiste. Donc, j'avais 21 ans, hein, quand même, 21 ans, donc je suis rentrée chez Kodak. Voilà, et donc là, j'ai commencé à apprendre. Voilà, et j'ai fait de la formation, en fin de compte. J'ai fait un tas de choses. Finalement, j'ai fait un tas de choses. J'ai commencé à faire la conservation j'ai fait des microscopes électroniques. Déjà, j'avais jamais manipulé un microscope. Après, je me suis occupée de la conservation des papiers photos. Alors, c'était très intéressant. Très intéressant. J'étais avec un collègue qui avait beaucoup d'imagination, un chimiste, hein, et lui, il avait des idées, et moi, je les mettais en œuvre, si c'était possible ou pas. Non, il y a des choses fantastiques. Hein. Et des fois, je me dis, je devrais faire des boulettes. Tu vois, ça me revient. Est-ce que je vais refaire... Des fois, je me dis, tiens, je ferais bien des boulettes, mais je ne sais plus les faire. Il faut que je refasse des boulettes. Il faut que je refasse des boulettes. En plus, avec de l'ail et du persil, c'est super bon comme ouais.
faut que je refasse. Faut que je refasse ces boulettes. C'est vrai, parce que ça fait de temps en temps, ça me dit pourquoi je fais pas des boulettes avec la purée. Mon père aimait un peu la cuisine et puis j'ai appris toute seule. Et puis comme j'aimais bien un peu tout, ben voilà, c'est venu comme ça quoi. Puis tu te renseignes et puis il y en a qui disent ah, faut pas faire ça comme ça, faut faire ça. Puis t'écoutes. Hein. Puis après tu fais comme t'as envie. Ah oui. La tagine ça va être pareil, hein, ça va être de la manière dont je la fais. Déjà j'ai des amis en camping-car qui allaient souvent au Maroc et ils m'ont ramené la tagine. Et bon, j'ai regardé un peu les recettes et tout. Et lorsque je suis allée au Maroc, je me suis acheté le petit livre marocain, tu vois, avec leur façon de faire. Où je prépare ça, toi, je l'avais fait à l'avance. Oui, bien sûr. Alors, c'est à ce moment-là que je fais mon feu de bois et je la mets dedans. Et alors là, je rajoute, alors moi je fais avec des pruneaux, tu as vu, avec des abricots, des courgettes. Puis t'en as qui font d'autres manières. Hein. Je prends une recette, je vois des fois sur les trucs, je dis tiens, cette recette, elle me déplaît pas. Puis après, de moi-même, et vas-y donc, je t'arrange. Voilà. Tu vois, ah non, je n'ai pas. C'est ça, je t'en Alors je goûte, des fois je me dis, oh, il manque quelque chose. Alors paf, je rajoute. Puis après, j'ai dû prendre à droite, à gauche, et puis j'ai une grosse couscoussière comme ça. Ah. Ouais. Puis alors, ce qui est amusant, ce que je fais aussi, si tu veux, on met tous les plats devant la cheminée. Alors, comme ça reste chaud. Et une fois, j'avais tout le monde était à la queue les yeux. Puis comme j'ai voyagé aussi, comme j'ai pu un petit peu partout, moi j'aime bien voir dans les autres pays ce qu'on mange aussi, tu vois. Pour mon mari, quand il était dans les pays étrangers, j'y suis allée des fois. Et après, quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai eu l'occasion de faire des voyages. Si on avait fait l'Écosse, la Norvège aussi. Et puis après, moi j'étais, où j'y suis allée, j'ai fait le Maroc, la Tunisie, j'ai fait la Polynésie, j'ai fait une partie de la Grèce. Ah bah, tout est important parce que bon, leur façon de vivre, suivant où tu es, est différente. Hein. Alors c'est comme ça, tu fais des découvertes en même temps, tu vois leur façon de vivre. Bon, tu peux en prendre pour toi dedans, tu peux te dire tiens, eux, ils vivent comme ça et tout ça. Hein. Je mélange myrrhine. Myrrhine, c'est l'alcool du riz blanc, et sauce soja et saké, l'alcool du riz. Et ça fait sauce. Et donc, j'ai mis caramélisé un peu le tofu. Je peux dire tofu umeboshi, sauce umeboshi. Pareil, tofu no umeboshi sauce. Sauce, oui. Tous les mots qui viennent de l'étranger au japonais, au Japon, on garde la prononciation, mais on prononce comme japonais, on prononce tous les mots, on dit sauce. Et ça sent japonais. Oui, j'ai habité avec ma grand-mère aussi. Ah, donc elle faisait tout comme avant, c'est-à-dire traditionnel, quoi. C'est la génération, je dirais c'est la dernière génération qui cuisine traditionnellement. Et elle a utilisé beaucoup des fruits et légumes dans le jardin, et elle récolte les noix. Même si elle ne me raconte pas comment ça se fait, mais je me rappelle exactement ce qu'elle faisait. Et donc quand je veux faire pareil, et je cherche la recette, et elle explique exactement la même étape. Donc oui, c'est ça, ma grand-mère faisait. Ouais. Et de temps en temps, j'appelle ma mère pour demander aussi, il faut comment. Mais c'est que quand on a commencé la chambre d'hôte ici, et c'est là que j'ai vraiment commencé à cuisiner, commencé à un peu modifier la recette et s'amuser comme ça. Et c'était un peu comme ça que j'ai commencé. Ouais.
Mais j'apprécie. Grâce à ça, maintenant, je sais cuisiner et je peux cuisiner ce que je veux manger. Ok. Tu me passes un petit chocolat, s'il te plaît. Oui, prends si tu veux. Ouais. Voilà, petite tulipe. J'avais un grand-père c'était un homme naturel. Alors il vendait des poissons. C'est pas un grand cuisinier, mais il cuisinait bien. Et surtout, il nous a appris à manger toujours du hareng, par exemple. Lorsqu'on avait mal aux gorges, du hareng. Lorsqu'on avait mal au l'estomac, du hareng, tu vois. Il était capitaine, un petit remorqueur sur la rivière. Alors, dans la crise, il a perdu son job, son travail. Alors, il est allé dans la grande ville, parce que c'était à côté de Rotterdam, avec un peu d'argent qui lui restait. Il a acheté un tonneau de hareng. Alors il commençait à les vendre dans la rue comme ça, et les gens, les pauvres gens, en achetaient pas mal parce que c'était pas cher à l'époque. Un petit poisson comme ça, il avait des viviers, tout ça autour de la maison, et avec une espèce de car. Comme un petit chariot. Un chariot. Il se plaçait à droite et à gauche dans le village pour vendre comme ça. Donc on parle de la nourriture, mais aussi les ustensiles, le matériel. Oui. Donc c'est une theemuts. 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 Muts, ça veut dire... Wat is een muts ook weer? Non, mais bonnet. Qui a été tricoté comme ça. Bonnet. Un bonnet. Et, bonnet de thé, donc, littéralement. Et donc, tous les Hollandais, ils connaissent. Et ça, quand on a déménagé ici, c'est ma mère qui m'a donné comme souvenir de la Hollande. Et donc, j'étais très contente parce que... Donc, un pot comme ça, quand il est bien rempli, ben, ça sert toute la soirée, par exemple. Oui. C'était ça l'idée. Ouais. Mais ça, c'est... J'adore ça, oui. Et quand il y a des invités, je mets sur la table. Super. Alors, comment je vais faire pour commencer? L'idée, bon, il faut que je dise une chose, je suis malvoyant. On est arrivé ici à Saint-Léger-de-Fougeray, et ça, les gens de Saint-Léger ne savent pas, et je suis content de pouvoir le dire, déjà handicapé visuel. On avait pris le parti avec ma femme que Bobonne faisait bouillir la marmite, et puis moi, je faisais ce que je pouvais. Et moi, de mon côté, je vais essayer de faire des choses sans souci de rentabilité, ce qui est une position superbe. Non pas une position de feignant, mais une position de quelqu'un qui veut essayer de faire bien. Et j'ai commencé à faire des confitures. Ma mère faisait des confitures, mon grand-père faisait des confitures. Il mettait du vide-prix dans les confitures pour qu'elles soient un peu compactes. Et moi, je ne voulais pas de vide-prix parce que il y a des produits dedans. N'ayant pas de souci de rentabilité, j'ai pu essayer de faire des confitures de qualité, avec des fruits de qualité, et je me suis amusé à faire des confitures, et de plus en plus, elles étaient de qualité. Et dans les années 85, je crois, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Loiseau, qui était un très très grand chef de cuisine. Et ben, je lui ai fait goûter mes confitures. Il prenait 3 cuillères de fraises, et puis il mâchait ma fraise, comme un vrai porc. C'est dans mon esprit quand je l'ai vu faire. Et finalement, c'était pour s'en mettre plein les papilles, plein les... Il finit de goûter. Il me regarde, il me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Elles sont meilleures que les miennes. Et il a été mon premier client. Et j'ai distribué mes confitures dans les plus grands hôtels. À Paris, j'avais
le Plaza Athénée, j'avais le Georges V, l'Ayat Place Vendôme, une belle histoire. Moi, je vous montrerai bien quelque chose. J'ai un grand plaisir à lire ça. Donc c'est un courrier qui a été envoyé par un hôtel de l'île Maurice, Royal Palm. Donc cher Monsieur Sulem, j'ai eu le plaisir de goûter aux confitures préparées par vos soins que j'ai trouvées exquises. Elles étaient d'une saveur authentique, sublime et parfaite. Je fus ébloui devant tant de perfection. Il est vrai qu'à l'île Maurice, je prépare des petits pots de confiture avec des fruits locaux, mais de là à atteindre le niveau d'excellence dont vous faites preuve dans votre préparation me prendra un peu de temps. Aussi, j'ose vous demander s'il vous plairait de partager vos connaissances sur place avec moi et mon équipe, afin d'améliorer et nous perfectionner dans cette matière. Et signé Richard Ekebus. Un chef de cuisine magnifique. Donc d'abord j'ai cru que c'était une connerie et finalement je me décide à téléphoner à... Alors finalement on est allé avec ma femme, il nous a reçus là-bas de façon merveilleuse. Et ben, dans son livre de cuisine, il parle des confitures que je leur ai... Et c'est vraiment la récompense de travail, je trouve. Et tout ça grâce à ma femme et à mon handicap. Mais je pense que ma femme et mon handicap m'ont permis d'arriver à ça.